Salut, c'est Maxence et bienvenue dans 24 of 24. Aujourd'hui, je te présente Jérémy Biasiol, ancien chef étoilé à Hong Kong, qui a survécu à 4 AVC et qui aujourd'hui se lance le défi de devenir le premier chef en situation de handicap à devenir meilleur ouvrier de France. Salut Jérémy. Bonjour Maxence, ça va? Ça va et toi? Ça va bien, merci. Bah écoute, trop content de te retrouver à Lyon. Ouais, de même. On refait cet épisode ensemble. Merci de revenir. Avec plaisir. Je commence toujours mes discussions par la même question pour tous les invités, qui est quel a été toi ton meilleur souvenir en 2024? C'est un peu mitigé. J'allais dire, c'est un bon et un mauvais souvenir en même temps. Le mauvais, pardon, c'est que j'ai refait un problème médical en 2024, une hémorragie interne assez sévère. Mais d'un côté, j'en suis sorti sain et sauf, sans séquelles. Donc, je suis assez content. Toujours vivant. Ouais, voilà. résilient. C'est ça, exactement. On va parler de tout ça, mais j'aimerais bien remonter un petit peu toute ton histoire jusqu'à aujourd'hui et les projets aussi qui arrivent pour la suite. Il y en a plein. Moi, je suis curieux de savoir un petit peu comment t'es tombé dans le monde de la cuisine. Je crois que ça a commencé par un stage de 3e, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Ça a commencé par un stage de 3e. Je devais avoir 14 ans. Et puis, on doit faire un stage de découverte en 3e. Donc, on nous demande de choisir un métier. Moi, je voulais, pourquoi pas aller voir la cuisine. Il y avait une pizzeria vers chez moi. Puis ma mère m'a dit, non. Si on fait un stage, on essaie de voir un truc sympa. On va voir s'il n'y a pas autre chose. Puis il y avait un vieux guide Michelin qui traînait dans le placard. On a regardé le guide Michelin. Puis l'adresse la plus près, c'était la Mère Brasier à Lyon. On a appelé à 19h pour savoir si elle était prête à me prendre en stage. J'ai eu un entretien à 19h30. On a dû courir pour faire un entretien à 19h30 et elle m'a dit OK pour le stage. C'est comme ça que t'as mis un pied dedans. Et que j'ai mis un pied dans la cuisine. Ouais. Et tout de suite, t'as senti que c'était un peu un coup de foudre avec la cuisine? Tout de suite, carrément. C'était ça que je voulais faire, quoi. Quand j'ai été plongé, en plus c'est une étoile au guide Michelin, donc quand j'ai été plongé dedans, j'ai vu cette atmosphère, les gens qui étaient heureux de voir le chef, tout ça. Enfin, j'ai dit c'est ça que je veux faire. C'est vraiment un métier fantastique, quoi. Tu te rappelles le premier plat que t'as cuisiné et... Alors oui, premier plat que j'ai cuisiné, c'était un fond d'artichaut au foie gras. C'était justement une des spécialités de la maison. Et donc c'était un fond d'artichaut cuit dans une eau assaisonnée avec une bonne tranche de foie gras dessus, de la salade, de la vinaigrette. Et puis j'étais tout content, quoi. J'ai envoyé ça dans un restaurant. Voilà, j'avais 14 ans. C'était fantastique, quoi. Trop bien. Donc là, en ce moment-là, donc t'es en 3e. Oui. Comment du coup tu construis ensuite ton parcours pour arriver à Paris? Comment ça fonctionne? Alors déjà, on me demande si je veux faire un apprentissage ou si je veux aller à une école hôtelière. On se rapproche. Moi, je suis plus intéressé par l'école hôtelière. Mes parents aussi se sentent plus à l'aise de m'envoyer à une école hôtelière qu'un apprentissage. Donc, on trouve une petite école hôtelière sur Lyon qui s'appelle Jeanne de France, qui est à l'époque pas sur Vèze, mais dans le Vieux-Lyon. Et c'est là que je fais mes premiers pas, en fait, pour apprendre la cuisine dans cette petite école hôtelière. Ouais. Donc, c'est un CAP sur 2 ans. Et ensuite, on peut aller sur un bac pro qui est encore 2 ans. Donc, moi, j'ai fait mon CAP normal. Et en stage, je continue à aller chez la Mère Brasier. Mais pendant mes vacances, j'adorais aller voir un peu ce qui se passe ailleurs. Donc, j'allais un coup chez Pierre Orsi, un coup chez Georges Blanc, un coup chez Paul Bocuse. Et je m'ennuyais tellement à l'école que j'ai dit... faut que j'aille dans une cuisine, quoi. Faut que j'aille travailler, quoi. Mais voilà, il fallait encore continuer l'école. J'étais jeune, j'avais 16-17 ans, donc c'était encore un peu compliqué. Et puis... justement, pour ce stage pour Georges Blanc, j'avais une idée d'écrire à tous les 3 étoiles de France. Et j'ai dit, le premier qui me répond, j'irai chez lui. Et 2 m'ont répondu positivement. Il y a eu Georges Blanc en premier et Alain Ducasse, à l'époque, qui était au Louis XV. Et donc, comme j'avais promis que j'irais chez le premier, je suis allé chez Georges Blanc. Mais Alain Ducasse m'a quand même appelé samedi midi pour qu'on discute un peu et tout le monde croyait que c'était une blague. D'ailleurs, mon père lui a raccroché une première fois. Parce qu'il téléphone à la maison. Ah oui, il téléphone à la maison. On est en train de déjeuner, c'est ça. Et nous, on dit, c'est ça, bien sûr. Ouais. Et puis on raccroche. Et donc il rappelle et puis on discute un peu. Il me dit j'ai compris. Si t'as besoin d'un coup de main, n'hésite pas. Je te donne mon numéro de téléphone et puis tu m'appelles si jamais tu changes d'avis. Donc voilà, le stage chez Georges Blanc se passe très bien. Moi, je suis heureux. Et puis, je retourne à l'école, entamer mon bac professionnel. Et puis, je me sens plus à ma place, en fait. Je trouve ce qu'on apprend, que j'avais en stage.
je commence à avancer un peu plus vite que les copains, donc je me dis, ça va être 2 ans comme ça encore, la compta, le machin. Moi, ça me saoulait, je suis pas très école. Et puis, je me rappelle ce que dit Alain Ducasse à ce moment-là, puis je dis à ma mère, écoute maman, je vais arrêter l'école hôtelière. Et ma mère me dit, d'accord, mais une condition, tu vas travailler dans un bon restaurant. C'est bon, j'ai. Et donc, j'ai rappelé Alain Ducasse et j'ai eu un entretien en 96 à Paris. Et j'avais 17 ans et je suis parti passer mon entretien en semaine d'école. Donc, je me suis fait porter pâle pour aller passer un entretien d'embauche. Et j'ai été embauché. Je devais commencer quelques semaines après au Relais du Parc à Paris pour Alain Ducasse. Et un entretien d'embauche pour Alain Ducasse, comment ça fonctionne? Il pose des questions c'était pas vraiment lui qui faisait un entretien d'embauche, c'était son assistant à l'époque, son bras droit. Alors Alain Ducasse, c'était pas aussi expansif qu'il l'est maintenant. Ouais. C'était plus petit comme entreprise, mais c'était son bras droit. Et donc, moi, il m'avait demandé de faire une lettre de motivation. Donc, moi, sur ma lettre de motivation, j'avais écrit que je voulais avoir 3 étoiles Michelin, je voulais être meilleur ouvrier de France. Donc, ça les avait fait rire, en fait. Ouais. Qu'un gamin de 16 ans, en fait, je disais tout ce que je voulais faire. Et la lettre leur a tellement plu que l'entretien d'embauche, il a duré 5 minutes. Ouais. J'y suis allé avec ma mère, en plus, donc l'entretien c'était très rapide. Ils m'ont dit tout de suite oui, et j'ai attaqué 2 semaines après. J'ai annoncé à l'école que je partais. Tout le monde me disait mais c'est une erreur, faut pas partir sans bac professionnel, c'est le début de la fin, vous arriverez à rien, ciao. Et puis je suis parti, voilà, direction Paris. Donc là c'est parti pour Paris. Quels sont tes grands apprentissages dans ce genre de grande cuisine à Paris prestigieuse, etc. On apprend beaucoup tout ce qui est discipline, puisque forcément la Mère Brasier, même si c'était un restaurant étoilé, ça restait une maison très familiale. Là, on rentre chez Alain Ducasse, qui a déjà 3 étoiles à Monte-Carlo, qui est en train de récupérer le restaurant Joël Robuchon à Paris, donc qui vient d'avoir 3 étoiles. C'est la première fois de l'histoire qu'un chef a 2 restaurants à 800 km de distance et obtient 3 étoiles. Donc la pression est énorme sur Alain Ducasse. Et forcément, la discipline est là aussi, et on apprend la discipline, la rigueur, les horaires, parce qu'on avait des horaires de travail intenses. Et puis moi, du haut de mes 17 ans, j'habitais dans un foyer avec des jeunes, des cafards au mur, et le matin j'allais travailler dans un hôtel de luxe. Ouais. C'était 2 mondes complètement. Puis Paris, moi je suis lyonnais, même si Lyon c'est une grande ville, Paris ça n'a rien à voir, donc c'était vraiment le choc immédiat. Mais ça m'a appris justement à être indépendant. Ça m'a appris aussi on a affiné tout ce qui est goût, travail manuel. Voilà, c'est le début de l'apprentissage en cuisine. Parce qu'à ce moment-là, tu commences commis cuisine. Je commence en bas de l'échelle, commis cuisine. Ouais. Concrètement, commis cuisine, qu'est-ce que tu fais? On fait les salades, on fait les épluches d'herbe, on nettoie, on fait une poisson, on découpe la viande. C'est vraiment on travaille par tout ce qui est travaux de base. Ouais, c'est vraiment On n'est pas tout de suite au fourneau. Là, c'est vraiment de la préparation. Mon premier poste a été les entrées froides. Donc là, pareil, on doit trouver... Le chef était assez... il demandait à ce qu'on soit créatif, donc il nous demandait de trouver 2 amuse-bouches par jour, donc on lui faisait goûter les recettes. Et c'est bien, ça nous permettait de commencer à être créatif. Tout ça. Puis on avait Alain Ducasse qui descendait tous les midis goûter les plats. Donc pression. La première fois que j'ai rencontré, je bégayais, je savais plus quoi dire. Je rencontrais Dieu, quoi. Ouais. C'était Dieu. Et donc après, tu l'as suivi pendant pas mal de temps, je crois. Après, je l'ai suivi pendant 10 ans exactement. Donc là, tu montes justement les strates au sein d'une cuisine, et potentiellement, tu pars avec lui à l'étranger aussi. C'est ça. Alors, je fais à peu près 1 an au Relais du Parc à Paris. Et ensuite, j'ai Alain Ducasse, voilà, j'ai envie d'aller donc plus haut dans le restaurant étoilé. Il me dit, d'accord, je t'envoie au Louis XV. Donc, il m'envoie au Louis XV à Monaco. Là-bas, je vais rester 2 ans, 3 ans, jusqu'en 2000 à peu près. Et après ça, il m'envoie à Londres faire l'ouverture du Spoon qui ouvrait à Londres. C'était une de ses marques à l'époque. Après Londres, je repars à Paris au Plaza Athénée avec Jean-François Piège et Christophe Moret. Et
après ça, le guide Michelin arrive à New York et Alain Ducasse souhaite que je fasse partie de l'équipe pour obtenir la 3e étoile au guide Michelin à New York. Donc j'ai quelques secondes pour me décider et je pars Oui, c'est ça, je crois à qu'il New York. il te laisse pas 30 trop le temps. secondes. Il m'a laissé 30 secondes, montre en main. Et donc 30 secondes, ça t'a suffi pour te Et dire 30 j'y vais. secondes, avec lui, de toute façon, on rentre en pensant A et on ressort en pensant B. Donc c'est pour ça il est très très fort. Et puis j'avais vraiment envie de le suivre et de vivre cette aventure à New York. Alors je parlais pas anglais. J'avais, à part Londres qui avait duré 1 an, j'avais jamais mis les pieds dans un pays étranger. Donc c'était vraiment une grande aventure qui commençait pour moi. Et quand on te dit viens avec moi pour l'ouverture d'un restaurant à New York, comment ça fonctionne? Est-ce qu'on te donne un cadre? Est-ce qu'on te dit bah voilà, on sait déjà où est le restaurant, on sait déjà un peu quelle est la carte? Comment ça Alors fonctionne? le restaurant était déjà ouvert à New York. C'est le D'accord. guide Michelin qui arrivait à New York. Donc L'idée c'est d'avoir les étoiles là-bas. Le challenge c'était d'obtenir 3 étoiles. Sauf que obtenir 3 étoiles d'un coup, c'était jamais arrivé. Alain Ducasse avait déjà fait avec Joël Robuchon, quand il avait repris Joël Robuchon. Puis là, il voulait rééditer l'exploit à New York. Donc, il voulait une équipe assez consistante et solide pour assurer. Et donc, il nous laisse un peu carte blanche. Et l'idée, c'est de reproduire ce qu'on a appris, nous, à Paris, à Monaco, de remettre en place à New York. Et donc là, ça y est, tu t'installes aux États-Unis. Et là, je m'installe aux États-Unis, ouais. T'as bien aimé la vie à New York? J'ai adoré. C'est une ville bouillonnante, la ville qui dort jamais, comme dit Frank Sinatra, c'est vraiment le cas. En plus, au début, j'habitais sur l'île de Roosevelt Island, qui est là où il y a le fameux téléphérique qu'on voit dans Spider-Man. Ouais. Donc voilà, j'étais sur cette île, donc je voyais ça en vrai. C'était hallucinant, quoi. Puis c'est les sirènes de pompiers, Les grandes les tours. grandes tours. Enfin, c'est comme à la télé, quoi. C'est vraiment comme à la télé. Et t'as le temps un peu de profiter de la vie à New York ou c'est très très intense Alors c'est très très intense parce que déjà les législations de travail sont pas du tout les mêmes à New York qu'en France. Donc plus on travaille là-bas, plus on est payé. Et je profite pas trop de la vie à New York, enfin pas refaire la fête, comme tout jeune qui se respecte, mais on va dire que ce que je découvre à New York, c'est plutôt le New York des New-Yorkais. Voilà. Donc, si on me demande si j'ai profité de New York, oui. En tant que local. En tant que local. Après, bien sûr, j'ai fait comme tout le monde, mais j'ai fait la Statue de la Liberté, Roosevelt Island, l'Empire State Building, mais je l'ai fait quand mes parents ils venaient me dire coucou. Ouais. Sinon, on n'allait pas dans ces endroits, quoi. Ouais. On se retrouvait dans les petites rues de New York, de Manhattan, du Queens. Enfin, on vivait comme les locaux, quoi. Ouais. Et t'as une différence en tant que chef en Europe et aux US, dans la clientèle, des gens qui vont consommer dans des restaurants gastronomiques, est-ce que ça change? Est-ce que tu sens des différences? Oui, on va dire que la différence qui m'a beaucoup marqué entre la France et les États-Unis, la France c'est quand même un milieu réservé à une certaine élite, qu'aux États-Unis ça reste quand même des gens assez relax, assez cool, il n'y a pas toutes ces barrières comme on a en France de célébrités, de choses comme ça, c'est beaucoup plus facile à aborder, donc on pouvait rencontrer n'importe qui à New York et c'est ça qui était extraordinaire. Toi, t'as des rencontres qui t'ont marqué? Ah oui, j'en ai quelques-unes qui sont assez croustillantes, ouais. Ça m'est arrivé une fois de boire un verre dans un bar tout petit à New York, un tout petit bar. Et puis je regarde à côté de moi, puis je dis mais je connais ce type, quoi. Et je commence à aborder la conversation, machin et tout. Puis dans ma tête, je dis oh punaise, c'est Harrison Ford. Et j'ai bu une bière avec Harrison Ford pendant plus d'1 heure. On a discuté de tout et de rien. Mais à aucun moment je lui ai parlé de c'est Harrison Ford, machin. Mais lui, à aucun moment, lui il m'a demandé ce que je faisais, machin et tout. Mais c'était resté très cool. Après, j'ai eu un entretien d'embauche Robert De Niro. J'ai travaillé aussi un peu pour Madonna. Là-bas, enfin, c'était vraiment des aventures extraordinaires. Et comme je dis, il n'y a pas cette barrière qu'on a chez nous, quoi. Ici, en France, les célébrités sont assez peu accessibles. Ouais. Alors que là-bas, on voit maintenant d'ailleurs les challenges Chalamet, tout ça, ils viennent au milieu de la foule sans avoir peur qu'il leur arrive quoi. Voilà, ouais. Ça c'est les États-Unis, quoi. Tu disais avoir un entretien d'embauche avec De Niro, parce que tu as eu une phase où tu étais aussi chef privé, c'est ça? C'est ça, exactement. Donc, après Ducasse. J'ai un peu... c'est ça. Donc en fait, j'avais fait 10 ans chez Alain Ducasse et j'avais envie de monter en grade chez Alain Ducasse, mais il n'y avait pas de poste disponible à ce moment-là. Donc... j'ai décidé de quitter Alain Ducasse en bon accord avec lui. On s'est séparés en très très bonne entente. Et il y avait un des clients qui venait très très régulièrement, qui était un gros client du restaurant,
multimillionnaire qui s'appelait Andrew Borok et qui cherchait un chef cuisinier. Donc, personnel, voilà. Donc, le maître d'hôtel m'en a parlé et m'a dit écoute, j'ai entendu que tu partais, est-ce que ça t'intéresserait et tout. Donc, pareil, entretien d'embauche qui a duré 10 minutes. Comme il savait ce que je faisais, puisqu'il me voyait toutes les semaines au restaurant. Donc, et bon, il m'a embauché. Et puis là, c'est une autre aventure qui a commencé. C'est chef privé pour un multimillionnaire dans les Hamptons. C'est-à-dire, alors, pour ceux qui connaissent pas, les Hamptons, c'est le Saint-Tropez de New York. Et donc j'avais comme voisin Calvin Klein, présentateur télé, présentateur radio, designer, acteur. Enfin, c'était un truc de dingue, quoi. Et puis il y avait aussi son appartement à New York. Donc j'avais 2 logements. J'avais un à Manhattan, à Wall Street, et un autre dans les Hamptons où je logeais dans sa maison, une immense maison. Et donc concrètement, tu lui fais ses repas pour tous les jours. C'est ça, petit déjeuner, dîner, 24 heures sur 24, 7 sur 7 doit être disponible. Et ta carte blanche. Et j'ai carte blanche. Et budget illimité. Wow. Et qu'est-ce que tu as fait de plus fou pour lui? Par exemple, j'ai cuisiné un bœuf bourguignon avec du Château Pétrus parce qu'il n'avait pas aimé la cuvée qu'il buvait. Donc il a à peine bu une goutte, ça a tout fini dans le bœuf bourguignon. On a des soirées truffes blanches où j'en avais à gogo. Pizza avec Château Yquem. Enfin voilà, des trucs de fou. Et puis comme je vais être disponible très rapidement, puis il faut savoir qu'à Hamptons, on avance comme à Saint-Tropez, c'est 10 minutes, 1 kilomètre, quoi. Donc quand ils voulaient que je me déplace l'été, c'était hélicoptère toutes les semaines. Donc je me déplaçais en hélicoptère, comme certains prennent le métro, moi je me déplaçais en hélicoptère. C'était une vie c'est fou. Assez incroyable. Ouais. Et du coup, tu voyageais aussi avec lui je voyageais avec lui, oui. Donc il t'emmenait partout aux États-Unis, partout dans le monde. On a été à San Francisco, Las Vegas, Miami, et j'ai aussi, grâce à lui, découvert l'Asie. Oui, parce qu'à un moment, il te dit, est-ce que tu sais cuisiner asiatique? C'est ça. Il me dit, est-ce que tu sais faire la cuisine asiatique? Bah non, je suis jamais en Asie. Ah bon, t'es jamais en Asie? Non. Eh ben on part. Donc il organise un voyage de 3 semaines, Tokyo, Kyoto, Pékin, Shanghai, Hong Kong. Et on part, première classe, il mangeait que du caviar, donc on a acheté une boîte de 1 kg de beluga pour manger dans l'avion. Plus grands hôtels, les Four Seasons, les Ritz et tout team. Et puis on prend des cours cuisine. Et puis on mange dans les restaurants chinois, machin, tout ça. Et japonais. Enfin, c'est un voyage. Et je suis vraiment tombé amoureux de l'Asie. J'ai dit, fantastique, quoi. Mais on a tout fait. On a fait la Grande Muraille. On a fait, enfin, vraiment, j'ai un voyage de mes rêves, quoi. J'aurais gagné auto, j'aurais pas eu mieux, quoi. Et à ce moment-là, toi, tu perds pas un peu la tête aussi tu vois, d'être entouré de tout ce luxe, etc. Est-ce que tu arrives à rester les pieds sur terre? C'est là que chef privé, il faut le faire quand on s'en sent capable. Parce qu'on a souvent tendance à croire que leur argent, c'est notre argent. Or, c'est pas du tout le cas. Il lui arrivait de dépenser des sommes astronomiques en jouant à Las Vegas, tout ça. Mais par contre, moi, il pouvait râler pour $2 sur une facture. Donc, il fallait jamais oublier que c'était pas mon argent, mais son argent. Et du moment qu'on a compris ça, on garde très facilement les pieds sur terre. Okay. Ouais. Mais c'est très important pour les gens qui veulent se lancer dans le privé. Attention de pas s'emballer, à pas se croire parmi eux. On n'est pas dans leur monde. Voilà, c'est ça. Et donc là, en Asie, tu découvres du coup une nouvelle cuisine, tu découvres des nouvelles villes, et tu tombes amoureux de l'Asie. Et je tombe amoureux de l'Asie. Et puis, hasard du calendrier fait que 2008 arrive aux États-Unis, la crise internationale des subprimes. Et mon patron veut partir à Hawaï. Et moi, j'ai pas envie d'aller à Hawaï. Je veux pas quitter New York parce que je suis fou amoureux de New York. Et puis, j'ai tous mes amis. Je suis bien là-bas, donc j'ai pas envie de partir. Et il me dit, ok, si tu me suis pas à Hawaï, on va se séparer là. Donc, moi, je me dis, mince, où je reste aux États-Unis. J'avais fait une demande de carte verte en plus, donc j'étais un peu embêté, quoi. Et puis, j'ai un ami à moi, un ami de Hong Kong, qui me dit, moi, je retourne en Asie, puisque y a plus de travail ici aux États-Unis, donc je vais à Hong Kong, j'ai envie d'étudier la cuisine. Puis, je dis, sérieux? Je lui ai dit, il y a des écoles de cuisine à Hong Kong? Il me dit, oui, regarde où je me suis inscrit, tout ça. Puis alors moi, sur un coup de tête ou au culot, je sais pas comment on dit,
j'envoie un email à cette même école hôtelière en disant voilà, j'envoie mon CV, qui je suis, et je dis vous recherchez pas un prof. Et dans les 5 minutes, je reçois une réponse qui dit vous pouvez commencer quand? Et voilà comment s'est décidé mon départ en Chine. Donc prof de cuisine. Prof de cuisine. Et du coup, tu t'avais déjà été prof ou comment? Jamais. T'as appris comme ça sur le tas? Jamais. Bon, je parlais anglais, donc j'avais un peu moins d'appréhension quand même de parler. Puis dans l'imaginaire collectif, Hong Kong, c'est une ancienne colonie anglaise, donc on se dit, bah ça va, tout le monde parle anglais, c'est fantastique. Mais la vérité va me prouver que c'est pas du tout simple. ça. Ouais. Tu te rappelles de la première fois où tu arrives devant tes élèves? Ouais, oui, ça restera gravé dans ma tête. Déjà, j'arrive à Hong Kong et puis je me rends compte qu'en fait, très peu de personnes parlent anglaise. Donc, je me retrouve dans le taxi à parler en anglais, puis les gens me disent « Hein ?» Je dis « Oula !» Je vais dans un hôtel, on me dit « Hein ?» Oulala, qu'est-ce qui se passe là? Mais c'est pas censé être une colonie anglaise? Et puis, donc je vais à l'école pour commencer mon travail. Je dis « Bon, bah, c'est bon, les élèves niveau anglais, ça va. » Ah, mais ils parlent pas anglais. Ah oui. Ah, ils parlent pas anglais. Et là, je me dis, mais est-ce que t'as pas fait une bêtise de venir à Hong Kong? Mais c'était trop tard. T'étais engagé. J'étais engagé. Donc, Et donc, je me retrouve devant 40 élèves, mal coiffés, mal habillés, des petits jeunes un peu en perte de repère, en fait. Voilà. Et je me dis, mais je suis tombé haut, quoi. Et puis, je commence à parler, puis là, tout le monde, comme les autres, Ils comprennent pas. Ils comprennent pas. Donc, quel meilleur langage que montrer la cuisine d'un langage international, et c'est en pratiquant. Et puis, moi, j'ai commencé à apprendre la langue, ils ont commencé à apprendre l'anglais, et on a commencé à pouvoir communiquer les uns les autres. Donc, ton premier cours, tu montres les gestes? Premier cours, je montre les gestes, et quand je leur parle, c'est en montrant les gestes 10 fois, en faisant les choses 10 fois. Je les emmène au marché avec moi. Puis c'est vraiment une autre façon d'aborder les choses. Ils n'avaient pas l'habitude d'apprendre la cuisine comme ça. Donc, et puis il faut savoir qu'en Chine, la cuisine, c'est vraiment un sous-métier. C'est au même niveau que paysan ou éboueur, quoi. C'est vraiment pour... Et je dis pas ça pour ceux qui font ça, mais là-bas, c'est vraiment considéré comme des sous-métiers. Ok. Et donc les gens, tu les vois progresser? Donc je les vois progresser. Et puis le soir, en plus, le directeur d'école me demande si c'est possible de faire des cours du soir. De faire des cours du soir parce qu'il y a une demande apparemment. Les gens ont appris que je venais de chez Ducasse, tout ça. Donc ils veulent faire des cours du soir avec moi. On a une dizaine de gens qui demandent. Mais moi, je dis oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Pourquoi pas? Ça me permettra de rencontrer du monde sur Hong Kong, puisqu'il faut savoir que je connais vraiment personne à Hong Kong, à part mon ami qui est là, quoi. Et c'est un de mes élèves, donc je suis obligé de prendre des distances aussi. Donc voilà, et puis j'ai des gens qui viennent. Et puis je me rappelle, le premier cours, je fais une soupe de crevettes, un velouté de crevettes. Et puis j'ai deux personnages de Hong Kong qui viennent me voir, 2 hommes, qui me disent voilà, ta soupe incroyable, j'ai jamais mangé une soupe comme ça, on va rediscuter, mais ça m'intéresserait de faire des choses avec toi. Je dis mais il me donne son nom, moi je regarde sur internet, mais je trouve rien, parce que j'oublie qu'ils ont des noms, ils se donnent des noms occidentaux pour les occidentaux, et ils ont leur vrai nom chinois pour eux de tous les jours, quoi. Et donc en tapant le nom, je vois rien, quoi. Donc je commence à me renseigner, puis là on me dit ah oui, il possède 4 hôtels, 6 restaurants et une quinzaine d'immeubles sur Hong Kong. Et puis lui, son papa, c'était un designer qui a fait la tour de la Bank of China ici à Hong Kong, et plein d'autres trucs à Shanghai, à Pékin. Je dis ah ouais. Et il venait faire les cours du soir. Et il venait faire les cours du soir, tout simplement, tout tranquillement. Et puis avec les cours, on fait des recettes de plus en plus sympas, et puis on commence à devenir amis. Et puis un jour, l'un des deux me dit écoute, je viens de racheter un immeuble à 600 mètres d'ici. Est-ce que tu voudrais ouvrir un restaurant? Et puis moi, c'est mon rêve, ouvrir mon restaurant. J'ai 28 ans. Je me dis allez, oui. Et puis je dis oui. Et puis l'aventure se lance pour ouvrir mon propre restaurant à Hong Kong. Comment ça se passe quand on ouvre un restaurant? Parce que du coup, tu pars avec des murs, en gros. Tu prends, j'imagine, dans tes élèves, du coup, pour te faire une brigade. Comment ça fonctionne? J'imagine qu'il faut se créer une équipe, il faut se créer une carte, il faut trouver les produits, il faut se faire connaître. Enfin, il y a plein de trucs sur lesquels travailler. Comment tu organises tout ça? C'est ça. En plus, moi, j'ai tendance à dire oui et à réfléchir après comment on fait. Donc j'ai dit oui. Et je me suis dit, mince, maintenant, il faut trouver du personnel.
les locaux, faudrait peut-être aller voir à quoi ressemblent les locaux. Et donc, je demande à faire une visite des locaux. Et là, je me rends compte que l'immeuble, c'est un immeuble où un peu sombre. Un peu sombre, voilà, avec des jeunes filles qui dansent sur des barres métalliques, etc. Okay. Et qui est assez fréquenté par la mafia locale de Hong Kong. Donc, je me dis, mais quel restaurant on va ouvrir là-dedans, quoi. Et quand j'ouvre le local du truc, il y a une grande barre de pole dance au milieu du truc, quoi. Donc, je me dis, j'arrive pas, j'ai un peu du mal à me projeter quand même. Ouais. Et mon ami designer me dit, t'inquiète pas, regarde les plans, machin. On regarde les plans, on dit oui, puis ça va très vite en Chine. Hein. Chez nous, c'est 1 an, là-bas, c'est 3 semaines, quoi. Donc les choses s'enchaînent très vite. Et puis moi, je me dis, mais si on ouvre dans 1 mois, 2 mois, où je vais recruter du personnel, quoi. Puis là, éclair dans ma tête, je me dis, mes élèves. Donc ce que je fais, c'est que j'avais organisé des parcours de 2 ans. Donc j'arrivais à mes 2 ans et beaucoup finissaient le cursus, quoi. Le cursus. Donc j'aurais demandé, j'aurais dit, qui veut me suivre dans cette aventure? Voilà, on va ouvrir un restaurant gastronomique. Restaurant. Ouais. J'avais pas spécialement d'ambition sur le gastronomique au début, parce que vraiment... Ouais, tu partais de 0, quoi. Oui, ouais. mais sans réfléchir, quoi. Donc voilà, c'est... Et puis, j'en ai une dizaine qui lèvent la main et qui disent, on y va. Alors, il faut savoir qu'ils n'ont jamais fait de stage, jamais travaillé concrètement dans un restaurant. Et la seule chose qu'ils ont vu de ce qui se ressemble à un restaurant, que ce soit en salle ou en cuisine, et en plus, ils alternaient. Un coup, ils étaient en cuisine, un coup, ils étaient en salle. C'était là où je renseignais. Donc, j'allais ouvrir un restaurant avec 15 dames qui n'avaient pas une seule expérience dans un restaurant. Donc, mes associés ont un peu flippé. Je me rappelle qu'Alain Ducasse m'a appelé en me disant « Mais t'es fou ?» J'ai dit « Oui ». Il me dit « Mais je sais, je te connais. » Et donc, pas grand monde y croyait, à part peut-être Alain Ducasse et mes 2 associés. Mais pas grand monde y croyait, en fait. Et le restaurant s'ouvre. J'ai mes gamins qui se débrouillent pas mal. J'en ai un jour qui vient me voir, qui dit « Je veux plus être en cuisine. » Je dis « Tu veux faire quoi ?» Il me dit « Je veux être pâtissier. » Je lui dis « Très bien, tu es mon chef pâtissier maintenant. » Puis moi, il me dit « Quoi ?» Je lui dis « Je vais vous faire 4 bouquins de pâtisserie. » Je lui dis « Maintenant, tu te débrouilles, tu es mon chef pâtissier. » Et on a commencé à faire des recettes comme ça. Donc, un dessert à la mangue, en carré. Enfin, c'était vraiment des trucs... franchement, même moi, c'était ce que je faisais école hôtelière. Mais c'était bon. Je prenais du local. J'avais quand même déjà 10-12 ans d'expérience derrière moi. Je savais ce que je faisais. Donc, voilà. Et, tu te rappelles du premier service ? Premier service, on avait 2 clients. Et les gens me regardaient en disant... en plus, c'était une belle cuisine ouverte. Les gamins étaient stressés comme tout. J'en ai même un qui a pleuré le jour d'ouverture. Enfin, vraiment, c'était angoisse pas possible pour tout le monde, quoi. Et les 2 clients sont repartis en disant oh, « C'est fantastique, on va en parler à tout le monde, c'est fantastique. » Deuxième service, c'est le deuxième service qui est un peu plus intéressant parce que j'ai eu un journaliste qui venait manger tout seul. Mais là, pareil, 3 couverts, dont un journaliste qui mangeait tout seul. Et un journaliste, il me dit oh, « Ça va être l'adresse de Hong Kong. » Et j'y prête pas forcément attention, mais en tout cas, c'est encourageant. Je suis encouragé, je suis content. Mais puis moi, la presse de Hong Kong, je la connais pas. Puis en fait, j'ai jamais trop eu affaire à la presse puisque j'ai toujours travaillé pour quelqu'un. Donc c'est eux qui avaient affaire à la presse, pas moi. Moi, je connais pas cet univers médiatique. Donc je me retrouve les premières semaines un peu compliquées, 5 clients, 10 clients. Et puis la semaine d'après, un article sort, une page entière dans un magazine très connu de Hong Kong. Et là, déferlement. Coup de téléphone sur coup de téléphone. Et puis ça s'enchaîne. 1 média, 2 médias, 3 médias, 4 médias. Et là, j'ai l'équipe de CNN qui est installée en Asie qui vient me voir, qui dit « Monsieur Biesel, vous venez gagner meilleure ouverture de l'année par le magazine CNN. » J'ai dit « Pardon, par qui ?»« Par CNN. » Alors là, c'était même plus à peine. C'était 5 mois d'attente pour avoir une table. Mais ça s'est fait en 15 jours. Et du jour au lendemain, je suis passé de personne inconnue à... Dans les médias, j'avais jusqu'à 5 articles par semaine. Wow. Voire 2 par jour, des fois. Plus les télés, plus... après, ça s'enchaînait. Ça a été un truc incroyable, quoi. Et en 2010, je crois que c'est l'année où tu obtiens Et en 2010,
Truc incroyable, on me dit Guy Michelin, bon, était à Hong Kong, il venait d'arriver en 2008 quand moi je suis arrivé. Alors je venais d'arriver, de venir là où je venais, quoi. Il me suit. Et je me suis dit, cool, mais c'était pas dans mes plans. Et un ami à moi, restaurateur sur Hong Kong, me dit attention, il y a Guy Michelin qui est là, ils vont inspecter des restaurants, prépare-toi, quoi. J'ai dit, moi je suis sans plus que ça, oui, bah super. Il y a un gars qui vient, qui se présente, qui me montre sa carte du Guide Michelin. Bonjour, on est Guide Michelin, on vient faire une inspection. En fait, ils viennent plusieurs fois anonymement, puis quand c'est un nouveau restaurant, ils viennent une fois en se faisant connaître pour poser des questions et pour inspecter les cuisines, voir si on correspond aux normes d'hygiène. Parce qu'il faut que le niveau soit même partout dans le monde. Donc, ils viennent me voir, mais j'ai pas de... Mais ça commence à me titiller un peu parce que je me dis, mince, il y a un gars du Guide Michelin qui est venu, ça veut dire qu'on les a peut-être intéressés, peut-être dans quelques années on pourra prétendre à une étoile, c'est super. Et Guide Michelin sort la même année, 1er décembre 2011. Et moi je me dis, bon bah, on va voir. Donc, je vais avec mon associé et on se dit on va se prendre le petit déjeuner. C'est le jour de la sortie du Michelin, on sait jamais. Et puis, on sait que s'ils n'appellent pas avant 11h du matin, c'est fini, on ne sera pas dans le Guide Michelin. Donc, on prend notre petit déjeuner, on machin. Mais je commence à être un peu nerveux quand même parce qu'il y a des bruits qui commencent à courir que j'ai peut-être quelque chose. Donc, moi, je m'attends à un bib gourmand ou au moins d'être mentionné dans le Guide Michelin. Donc, je suis un peu stressé quand même. 9h, 9h30, 10h, puis 10h30 arrive, je dis bon bah c'est bon, ce sera pas pour cette année, tant pis, ce sera pour l'année prochaine. 10h45, téléphone qui sonne. Monsieur Biazéon, félicitations, vous venez d'obtenir votre première étoile au Guide Michelin. Je me mets à pleurer, je fonds en larmes. Enfin voilà quoi, je passais de restaurateur inconnu à en 9 mois, 10 mois, chef étoilé au Guide Michelin, donc un truc de dingue. Et en plus, c'était le 1er décembre, donc l'anniversaire de ma maman. Et donc, j'ai appelé à 3h du matin. J'ai réveillé. Maman, bon anniversaire. Ton fils a une étoile au Guide Michelin. Enfin, c'était un truc incroyable. Absolument incroyable. Et là, ça a été un déferlement de réservations. Ça te fait changer complètement de catégorie. Complètement de catégorie. Puis même dans la tête de mes pères, j'étais rentré dans le cercle des étoilés. Donc, j'ai eu des mots de Alain Ducasse, bien sûr, Joël Robuchon, qui était à Hong Kong à l'époque, et puis plein de chefs qui m'envoyaient des messages du monde entier, Paul Bocuse qui m'envoie une assiette dédicacée pour me féliciter. Enfin, un truc de dingue, quoi. Tous les gens que d'admirer, tout d'un coup, me parlaient. Ouais. Donc voilà, c'était devenu quelque chose d'extraordinaire. Tu te rappelles du plat signature que tu avais à ce moment-là dans ce restaurant ? Oui, c'était des cuisses de grenouille cuites dans leur sauce que je préparais avec un jus à base des os et une purée d'ail et une crème de cresson. Et c'était un de mes plats signature et il faisait un carton. Alors, j'aurais pas cru qu'à Hong Kong les gens mangeaient de la grenouille. Apparemment. Ça faisait un carton. Okay. Ouais. Donc là, on est en 2011. Non, en 2011. Ça y est, t'es étoilé, donc tu continues d'opérer le restaurant. Jusqu'au moment où il y a la révolution des parapluies. C'est ça, en fin 2013-2014. Donc, Hong Kong est tout bloqué. Les jeunes se mobilisent et bloquent tous les points d'accès pour entrer dans Hong Kong Island. Et aussi, dans Hong Kong Island, toutes les routes sont bloquées. Donc, un business, il meurt. Et en quelques semaines, même pas 2-3 semaines, je suis obligé de mettre la clé sous la porte. Parce que il n'y a plus de clients et les factures tombent et les salariés, il faut les payer. Et notre étoile venait d'être renouvelée en plus quelques semaines avant. Enfin, c'est un désastre psychologique. C'est la fin du monde pour moi. Je ferme mon restaurant. Alors, je voulais obtenir 2 étoiles. Enfin, je voulais monter, quoi. Et donc, le restaurant ferme et l'économie de Hong Kong est complètement amorphe à ce moment-là. Donc je me dis faut quitter Hong Kong et il faut aller voir ailleurs. Donc je me mets à écrire à des amis qui me parlent d'un poste de chef à Shanghai pour la marque Shangri-La. Et donc je postule et je me retrouve à aller à un entretien à Shanghai et je décroche un poste à Shanghai comme chef de cuisine.
En Chine, donc tu quittes Hong Kong, mais en revanche, tu as créé plein de vocations là-bas. Tes élèves continuent de faire. Alors mes élèves, bien sûr, en ayant fermé du jour au lendemain, je les ai pas laissés tomber. Donc j'en ai placé chez Robuchon, j'en ai placé chez Ducasse, chez Paul Perret. Enfin, j'en ai passé à droite, à gauche, et beaucoup ont encore même des belles carrières maintenant. Donc c'est génial. Je suis assez fier de ce qu'ils sont devenus pour la plupart. J'en ai même un qui est un de mes élèves qui représente l'Angleterre pour la Coupe du Monde de pâtisserie. Le chef pâtissier Le chef pâtissier du Dorchester. Okay. Donc, quand on se croise, je me dis, punaise, il était entre mes mains avant. Donc, c'est toujours un bonheur. C'est exceptionnel. Ouais. C'est fort. Donc là, tu fais un passage en Chine et ensuite tu reviens en Europe, c'est ça? Alors, je fais un passage en Chine de 4 ans. Ça me plaît beaucoup, mais la Chine commence à changer un peu l'obtention des visas pour les étrangers. Donc ma compagnie qui a pas trop l'habitude pour les visas se trompe un peu, et du coup je suis obligé de quitter la Chine pour un vice de procédure en quelques jours. Wow. Donc j'ai mes chiens, j'ai tout, faut tout que j'organise. Donc je repars en Europe, j'ai contact avec un chasseur de tête qui m'envoie sur un poste en Allemagne, qui aimerait obtenir des étoiles, tout ça. Donc je me dis ouf, je rebondis, même si je reviens à contre-cœur, je reviens dans un truc sympa. Donc je me retrouve à Offenburg en Allemagne, dans une ancienne prison allemande qui se reconvertit en hôtel de luxe. Et là, on ouvre un restaurant gastronomique, mais ça se passe pas très très bien, et la direction décide de changer d'orientation et de plus faire du gastro, mais de la vraie cuisine allemande. Et pour ceux qui sont déjà allés en Allemagne, l'Allemagne n'est pas connue pour sa gastronomie fantastique, quoi. Donc pour toi, le challenge n'était pas très... Bah non, je me dis, c'est pas ce que j'ai envie de faire, du schnitzel et de la Badwurst, currywurst. Non, c'est pas ce que j'ai envie de faire, donc... je me dis on va trouver un autre travail ailleurs. Je me mets en contact avec des chasseurs de tête, et là on me trouve un poste sur Lyon, à côté de chez Paul Bocuse, mais c'est des horaires très intenses, et puis une atmosphère très dure. Et je fais un burn-out, et ce burn-out va commencer à avoir des conséquences sur ma santé, en fait. Et donc je décide de quitter cette entreprise sur Lyon et puis de prendre un peu l'air, et donc je me dis je pars de Lyon, et je me retrouve pareil, un autre chasseur de tête me contacte, me dit il y a un notaire à Belle-Île-en-Mer, génial, la Bretagne, le grand air, je vais pour un entretien, on me trouve une maison machin avec un grand terrain, je me dis super, je vais enfin souffler un petit peu. Et en fait, j'avais pas fait de break depuis Hong Kong, Shanghai, l'Allemagne, Lyon, non-stop, quoi. Donc j'avais jamais fait de break, j'ai pris de vacances ou quoi que ce soit. Donc j'étais assez épuisé, et la Bretagne se passe pas très bien non plus, et là c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Donc je commence à avoir de très très graves problèmes de santé. Ça va se passer en 4 étapes. La première étape, je vais perdre l'audition côté gauche soudainement, un mois de juin, pardon. Et donc je vais voir mon médecin qui me dit c'est sûrement un problème auditif, donc allez voir un ORL sur le continent, puis revenez me voir quand ça ira mieux. Puis ça me passe pas, mais je commence à plonger en dépression, je commence à pas aller bien du tout, et donc le médecin me prescrit des antidépresseurs, et là une semaine après, j'ai des gros malaises, impossible de sortir du lit pendant 3 jours, à vomir, à tomber par terre dès que je me lève. Donc je me dis, il y a un truc qui va pas, faut aller voir le médecin. Donc un ami m'emmène chez le médecin, me ramène chez le médecin, et le médecin me dit non, c'est rien, c'est les effets des antidépresseurs, rentrez chez vous. 3e fois, je m'évanouis chez moi, un ami me retrouve animé chez moi et m'emmène chez le médecin qui, à part une haute tension, ne cherche pas à aller plus loin. Et la 4e fois, c'est en travaillant en cuisine, je m'écroule. Et là, les pompiers m'évacuent en hélicoptère sur le continent. Et donc là, quand tu es à l'hôpital, on te dit que tu as fait un AVC à ce moment-là. Et là, en fait, non. Quand je suis à l'hôpital, la première fois en Bretagne, on me garde parce que les gens pensent que je fais une crise cardiaque, un infarctus. Or, c'est pas du tout le cas. On trouve qu'il y a des petits problèmes à mon cœur qui est un peu essoufflé, mais on trouve pas de problème majeur.
Sauf que quand je sors au moment où je vais pour sortir de l'hôpital pour rentrer sur Belle-Île, il faut savoir qu'il faut prendre un taxi, un bateau, c'est long. Hein. J'ai mon visage, je m'achète une bouteille d'eau en bas dans la petite librairie de l'hôpital et je vois que l'eau coule le long de mon visage et je me dis et je sens que j'ai du mal à parler. Donc je me regarde dans la vitre de la petite épicerie et je vois que mon visage est tout tordu. Donc ce que je fais, je remonte voir le médecin qui m'a fait sortir et je lui dis regardez-moi. Alors là ça se voit plus trop maintenant, mais à l'époque c'était vraiment tordu quoi. Et là il me dit non vous inquiétez pas c'est le stress, rentrez chez vous. Donc moi je suis pas médecin, hein. Le médecin me dit de rentrer chez moi, je rentre chez moi, donc taxi, bateau, tout, je reste 2 jours à Belle-Île, mes mal de tête incroyable, mon visage qui est toujours pas redevenu normal. Je vais pour retourner au travail, mon patron me voit, il me dit mais t'as vu ta tête? Et je lui dis bah oui mais le médecin m'a dit que c'était rien, il me dit non, tu repars à l'hôpital, là il y a un truc qui va pas. Donc un ami me ramène à l'hôpital, et là à l'hôpital, suspicion d'AVC, mais on est en plein été. Hélicoptère indisponible, bateau pour évacuer indisponible, donc je me retrouve bateau normal, 2 heures d'attente à l'hôpital, bateau, taxi, ambulance. En gros 6 heures. J'arrive à l'hôpital, mon dossier pour suspicion d'AVC a dû se perdre dans un autre service ou je sais pas trop quoi, on me pose un cathéter, une prise de sang et puis on m'envoie en salle d'urgence. Et là, j'attendrai jusqu'au lendemain, 10h, donc je suis arrivé à 14h, j'attendrai jusqu'au lendemain, 10-11h, pour passer un IRM, grâce à un neurologue qui se met à hurler sur les infirmières en disant « Mais vous ne pouviez pas lui faire passer un IRM, il a tous les symptômes. » Et c'est là qu'on découvre que j'ai fait 4 AVC au cours du mois de juin et juillet, dont le dernier qui est assez massif et qui est proche de me tuer, en fait. Et donc là, on est à quel moment? On est en juillet 2019. Ok. Et donc là, ensuite, j'imagine qu'il y a toute une phase où tu, du coup, restes à l'hôpital, tu as une phase ensuite de rééducation, etc. C'est ça, en fait, je suis beaucoup dans le déni, surtout, parce que pour moi, AVC, ça veut rien dire. Je sais pas ce que c'est. J'ai 39 ans, donc pour moi, je vais faire 15 jours d'hôpital et puis retour à la maison. Et puis là, les médecins voient que j'ai du mal à accepter ce qui m'arrive. Donc on me fait voir un psychologue. Et le psychologue me dit « Monsieur Biazer, votre vie d'avant, c'est fini. » Et là, boum, c'est la descente aux enfers. Donc on me dit qu'il va falloir que je fasse de la rééducation. Donc je me retrouve dans un centre de rééducation en Bretagne. En plus, je suis à 800 km de chez moi. Mes parents me suivent à distance parce que c'est très compliqué pour eux de venir. Ils ont des petits moyens, c'est très compliqué pour eux de venir. Donc, et puis moi, je veux pas qu'ils me voient dans cet état. Donc je leur dis, venez pas. Je veux voir personne. Je veux pas qu'on me voit diminuer. Pour moi, je pense toujours que c'est un truc, bon d'accord, je vais réapprendre à marcher, je vais réapprendre à manger, mais c'est bon, ça se rapprend en 15 jours, et puis, je sais pas, c'est des réflexes normaux, quoi. Je vois pas de raison pourquoi. Et en fait, je suis complètement dans le déni total, et la rééducation se prolonge. On est à 1 mois et demi. Alors, ensuite, on me dit, monsieur, vous pouvez reprendre le voyage. Donc, par voyage, on me dit reprendre la voiture. Donc, on me renvoie à la maison à Lyon. Et là, je recontinue en rééducation. Je vais rester 9 mois en centre de rééducation 2 jours. Donc, c'est 3 jours par semaine. Et puis, je réapprends tout. Et lire, écrire, parler. Alors, j'ai pas d'aphasie. Donc, j'avais des problèmes surtout de ralentissement au niveau du cerveau. Mais en fait, j'arrivais plus du tout à écrire. Comme j'ai perdu en séquelles, j'ai perdu mon œil gauche. J'ai perdu mon audition côté gauche. Je suis hémioparésique du côté gauche, donc j'ai du mal à saisir les objets. Vous voyez, je suis obligé de changer de main quand je prends le micro. Je suis toujours paralysé du visage côté gauche et j'ai plus d'oreille interne. Donc je suis incapable de me déplacer plus de 200 mètres sans être fatigué et impossible de marcher sans un support, une canne ou un fauteuil pour de longues distances. Et à ce moment-là, du coup, il n'y a plus de cuisine, même dans la phase de rééducation. Ah non, je veux plus du tout en entendre parler. Parce que tu penses que c'est la cause de tout ça? Ah oui, ouais. Je pense que c'est la cause, et en plus, je me vois tellement diminuer, parce qu'il faut savoir qu'en rééducation, vous pouvez faire des choses comme Dr Maboul pour refaire votre dextérité, des jeux de puzzle, avec des puzzles pour enfants. Je vous parle d'enfants de 3 à 4 ans.
On m'a fait faire besoin dans un pot. On vous apprend à manger. Enfin, vous avez l'impression d'être infantilisé, quoi. Ouais. Non, ils nous infantilisent pas, c'est qu'il faut tout réapprendre. Ouais, donc, ouais. On se sent vraiment diminué, quoi. Donc, moi, je me dis, mais attends, t'étais à la télé il y a encore 2 ans et maintenant, t'es obligé de porter des couches parce que t'arrives plus à te retenir dans ton lit. Je dis, mais c'est pas possible, quoi. Il est hors question que les gens me voient comme ça. Donc, je m'isole de tout le monde, en fait. Et je plonge dans une dépression énorme. Je parle plus à mes parents qui m'accueillent chez eux. J'ai mes chiens qui sont mis en chenille parce que je peux pas m'en occuper et mes parents sont obligés de s'occuper de moi. Il y a tout ce qui est administratif. Les gens se rendent pas compte, mais c'est lourd. Tout ce qui est MDPH, soins d'accueil, les rendez-vous médicaux. On avait jusqu'à 10 rendez-vous par semaine. Et suivi. Enfin, c'est une logistique extrêmement importante et mes parents ont été absolument fantastiques. Heureusement qu'ils étaient là parce qu'à ce moment-là, je pense déjà au suicide. Je veux me suicider, je veux partir. J'ai 39 ans, mais je veux mourir. Je fête mes 40 ans, j'arrive pas à souffler et bouger mon gâteau, quoi. Donc je me dis, waouh, t'as 40 ans, ta vie est finie, quoi. Et voilà, je sombre dans une grande dépression qui va durer quasiment 1 an et demi, 2 ans. Et puis, pour moi, c'est un peu le début de l'enfer, quoi. Et qu'est-ce qui te fait, du coup, reprendre espoir et... C'est un reportage à la télé, en fait. Sur TF1, dans 7 à 8. Ils font un documentaire sur un concours de cuisine ouvert aux personnes handicapées. Et un des juges est en fauteuil roulant. Et là, c'est un déclic dans ma tête qui dit, mais alors, lui, s'il est là pour le jury, moi, avec mon expérience, ma vie, elle peut reprendre. Puis je me rends compte que j'arrive quand même à refaire un peu des gâteaux, des trucs, que mon goût, il n'y a rien qui a disparu. Donc je me dis, et pourquoi pas ? Et puis je commence à titiller un peu cette envie de refaire de la cuisine. Et puis je me replonge dans mes bouquins de cuisine. Enfin, c'est plus fort que moi, quoi. C'est dans mon ADN. Donc j'ai vraiment envie de... Je commence à regarder les émissions de cuisine, à me dire, moi je ferais comme ça, je ferais comme ça. Je me mets à place des candidats de Top Chef. Enfin voilà, je commence à reprendre goût au truc. Et puis je me dis, mais qu'est-ce qui pourrait faire avancer un peu en quoi je pourrais me démarquer ? Parce que je dis, être dans une cuisine normale, ça va plus être possible. Je vais plus pouvoir faire des services, des journées de 15 heures, c'est plus possible, ça va plus être possible. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire pour mettre en avant un peu tout ça ? Et puis je me rends compte qu'on parle, parce que quand on n'est pas concerné par un handicap, on se rend pas compte, mais en fait, on fait partie d'une majorité silencieuse, en fait. Je me dis même pas minorité, parce que nous sommes 12 millions en France, donc c'est une majorité silencieuse, et on nous entend jamais. Et sauf que quand on nous entend, c'est concernant le sport. Et je me dis, d'accord, mais moi, encore, quel sport je peux faire là ? Je peux à peine bouger et faire 10 mètres. Quel sport je peux faire ? Et donc je me renseigne et je me rends compte que je peux pas faire grand chose. En tout cas, pas de sport qui m'intéresse plus que ça. Et puis, j'ai jamais été sportif de toute façon. Ça se voit. Donc, et c'est là que je me rappelle qu'il y a 20 ans, j'avais écrit à Alain Ducasse en disant que je voulais être meilleur ouvrier de France. Et je me dis, voilà le truc. Et je me dis, donc je me renseigne, je regarde sur Internet, je vais sur la page des meilleurs ouvriers de France, et je vois concours ouvert aux personnes en situation de handicap depuis 2017. Oh, alléluia. Et là, je me dis, très bien, vous voulez un candidat handicapé ? Et c'est parti, mon coco. Et là, c'est parti toute la démarche de se lancer dans le meilleur ouvrier de France. Et donc ça, c'est prévu pour 2026, je crois. Et ça, c'est prévu pour 2026. Donc là, entre il y a quelques mois et 2026, l'idée c'est de te préparer. L'idée c'est de me préparer. Et en fait, je me prépare déjà. Et de t'entourer. Je me prépare déjà depuis... j'allais dire, je me prépare même déjà depuis le début de ma rééducation. Puisque si j'avais voulu arrêter, je serais maintenant en fauteuil à plus rien faire. J'aurais pu dire, c'est bon, je vis comme ça. Mais en fait, puis après, le handicap m'a fait prendre beaucoup de poids. J'ai pris presque 50 kilos. J'étais le double de ce que je suis maintenant. Je ne suis pas maigrichon, mais c'était pire. Et donc, je me suis dit, si je veux passer meilleur ouvrier de France, mon coco, il va falloir que tu te mettes en forme physique, quoi. Et donc, j'ai commencé à faire du vélo, des régimes, mais ça ne marchait pas trop parce que, pareil, je peux pas faire beaucoup de physique, donc c'est très compliqué. Donc, avec le médecin, on a convenu que pour sauver ma vie et pour que j'avance, il fallait faire un bypass. Donc, j'ai fait un bypass.
l'année dernière et j'ai perdu plus de 50 kilos depuis l'année dernière. Donc tout ça fait partie de ma préparation déjà pour le MOF, en fait, que je réapprends à manger correctement, je réapprends à faire de l'activité, je sors 3 fois par jour, je fais de la cuisine, voilà, quand il y a des gens qui viennent me voir, bah, je me force à faire de la cuisine et puis On en est les témoins. voilà, vous allez déguster ça et puis c'est une idée, voilà, c'est de jamais se reposer sur ses lauriers et puis d'avancer, toujours être en mouvement, quoi. Qu'est-ce qu'il faut faire pour se préparer au meilleur ouvrier de France? C'est quoi l'épreuve qui est attendue le jour J? L'épreuve du jour J consiste en fait, c'est en 3 étapes. Il y a une étape qualificative qui va avoir lieu en 2025, où là, c'est une épreuve écrite. C'est une 50aine de questions qui parlent de cuisine, comptabilité, questions générales pour voir notre niveau général. Et ensuite, il y a une petite épreuve d'environ 12 minutes où là, il nous demande de réaliser des choses simples comme une hollandaise, une omelette, des fonds d'artichaut tournés, voilà. Et après, une fois qu'on a passé cette phase, là, ça écume déjà pas mal de candidats. Une fois qu'on a passé cette phase, on va en demi-finale. Et en demi-finale, là, on a une entrée, un plat à réaliser, imposé, avec des produits imposés, des présentations imposées. Et on a 5 heures pour renvoyer les plats. Et l'idée, c'est d'être au-dessus de 16 de moyenne. Et ensuite de ça, si on franchit cette autre étape, on va en finale où il y a une entrée, un plat, un dessert à réaliser en 5 heures. Pareil, thème imposé, produit imposé, présentation imposée pour que tous les candidats soient jugés pareil. Et c'est 5 heures. Et si on obtient la moyenne 18 ou plus sur 20, on devient titulaire du titre meilleur ouvrier de France. Et pour l'instant, il n'y a jamais eu de personne en situation de handicap meilleur ouvrier de France? Pas en cuisine. Pas en cuisine. Je crois que je serai le deuxième personne en situation de handicap à obtenir le titre de meilleur ouvrier de France. Je crois que le premier est dans un métier, dans la plomberie, dans la chauffagerie, quelque chose comme ça. Ouais. Il faudrait que je me renseigne. Mais oui, en cuisine, je serais absolument... c'est même inédit quasiment qu'un handicap physique, je passe le concours du meilleur ouvrier de France. Ouais, parce que pour que les gens comprennent, ça implique plein de choses. Là, tu me montrais typiquement tout à l'heure les couteaux, par exemple. C'est ça. Il faut qu'ils soient... C'est des couteaux adaptés, pour ça toi, va être des planches adaptées, ça va être... on est en train de travailler sur un système de portage pour que je puisse être en position debout, Maintenu, mais ouais. sanglé, pour que je puisse travailler debout et que j'ai pas trop d'efforts à fournir sur mes jambes. Donc on est en train de travailler sur plein de choses comme ça, sur peut-être des choses pour attacher mes casseroles, pour pouvoir les porter. Il faut aussi que je me renseigne pour tout ce qui est médical, c'est-à-dire ergothérapie, psychologue, coach mental. Donc là, j'ai eu la chance, j'ai Pascal Riva, qui est l'ancienne médecin en chef de l'équipe du Tour de France, qui va me prendre en main tout le côté médical. Donc je vais aller faire des stages d'entraînement à Calvet, qui est dans le nord de la France, où je vais aller au même endroit que s'entraînaient les athlètes paralympiques. L'idée, c'est d'être dans la même mentalité. Quoi. Voilà, il faut être bon jour J. Donc c'est exactement comme les Jeux Olympiques, il va falloir que je sois bon le jour J. Et donc voilà, c'est un entraînement tous les jours en fait. Il faut pas se dire la compétition arrive, il faut que je m'entraîne quoi. C'est voilà, je lis des bouquins de cuisine, je m'entraîne à la maison et j'essaie de faire de plus en plus compliqué. Et puis beaucoup d'entraînements vont arriver dans les prochaines semaines. Ça va commencer en début 2025. Quels sont un peu qu'est-ce qu'on peut souhaiter du coup pour 2025? Alors 2025, de plus rien avoir en termes de santé, parce que les hôpitaux, je sature, j'en ai marre. Je les aime bien, je les aime bien, hein. Mais j'ai plus envie. Et puis surtout, je voulais remercier déjà tous ceux qui m'entourent, parce que beaucoup de gens auraient pu dire non, et beaucoup de gens ont dit oui. Alors beaucoup préfèrent rester dans l'anonymat parce que voilà. Ils veulent pas faire ça pour se mousser, mais on va dire que je suis très 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 bien entouré. Et l'idée, bien sûr, c'est d'avancer, toujours progresser, et puis d'obtenir ce titre en 2026. Bah écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. On va te suivre. Où est-ce que d'ailleurs on peut te suivre Alors on peut j'ai un Instagram avec ouais. mon nom, Jérémy Biazia, j'ai un Facebook aussi. Je vais mettre toutes les actualités. J'ai un X, et puis l'idée après, c'est d'ouvrir une page web comme un blog pour faire suivre un peu mon aventure. Et aussi je suis en train de créer une association qui va s'appeler Avocasserole
Et l'idée, c'est de travailler sur, plus tard, faire parler du handicap autrement que dans le sport. Parce qu'il y a beaucoup de visibilité sur le handicap dans le sport, avec les Paralympiques, tout ça, mais on parle malheureusement du handicap, de l'exploit handicap, que dans cette partie-là, et ça serait bien qu'on en parle ailleurs, dans les métiers. Moi, j'ai une amie à moi, par exemple, qui est sourde, qui fait des appareils auditifs décorés, pour que ça ait l'air plus joli pour les gens qui les portent, des cannes customisées pour les personnes... Il y a plein de réussites, sauf qu'elles sont complètement invisibles, et j'aimerais bien qu'on les mette en avant. Qu'on les mette en avant. Et puis qu'on parle aussi du handicap autre que... Il y a du handicap visible et beaucoup de handicap invisible. Et puis après, j'aimerais donner de l'espoir à ceux qui sont en centre de rééducation et réapprendre à manger, parce que moi-même qui suis passé par là, je me dis, toute mon expérience, elle me pourra servir après à faire des ateliers dans les centres de rééducation pour réapprendre à manger, faire à manger pour les gens qui ont des problèmes à déglutir, donc de la cuisine modifiée. Et voilà, l'idée, c'est que ça, c'est... L'idée de mon titre, c'est d'être plus visible et d'avoir plus de poids pour faire passer des messages. Voilà, c'est en aucun cas pour m'exhiber avec une médaille, ça m'intéresse pas du tout. Bah, on va suivre du coup toute ton aventure sur Instagram, sur X, sur Facebook. On va suivre Avocat Casserole aussi dès que ça sort et dès que c'est officiel. Et puis, si je peux rajouter, vas-y. Maxence, je vais lancer une cagnotte crowdfunding pour m'aider à bien sûr à sponsoriser toute cette étape, parce qu'il va y avoir beaucoup de déplacements, d'équipements. Voilà, je suis en train de chercher pour m'équiper pour un fauteuil trottinette, pour être plus indépendant, pour éviter que mes parents aient à me porter, tout ça. Donc, je vais avoir besoin de différents financements, et cette cagnotte crowdfunding va être lancée en janvier. Je donnerai plus d'informations sur mes sites, mais il y aura quelques surprises aussi, comme des cours avec moi pour récompenser, des cours avec des grands chefs, des livres dédicacés, et puis plein de recettes pour remercier tous ceux qui vont me soutenir pour cette aventure. Bon, bah on relaiera aussi tout ça avec grand plaisir. Merci. Merci beaucoup, Jérémy. Merci, Maxence.